Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Jacob Frank. Le faux Messie. Avec Dieu, contre Dieu, mais jamais sans Dieu. Dicton talmudique. La lumière fait de l'ombre. Dicton chinois. Le peuple juif est la preuve vivante de l'existence de Dieu. Un pasteur allemand arrêté en 1942, puis déporté. Qui s'insurgea contre les déportations. Les Juifs en Allemagne. À mes ancêtres. Dont histoire s'est tragiquement arrêtée en 1941-1942. À mon père, qui survécut à la Deuxième Guerre mondiale, alors âgé de 8 ans. Paix à son âme. Remerciements. Tout d'abord, un grand merci à Monsieur Jean, mon professeur et tuteur qui m'a fait confiance durant 3 ans. Je tiens à souligner son immense savoir lié à une modestie exemplaire, ainsi que la patience dont il a fait preuve en lisant mon ouvrage et en y relevant les imperfections. Je remercie Maître Arminius, d'Allemagne, qui par son écoute et son ouverture m'a donné accès à de nombreux documents inédits ou très rares. Je dédie également ce manuscrit au Rav Benjamin, qui m'a transmis l'amour du Talmud. Je remercie également Evelyne pour ses très sages conseils, sa droiture et sa fidélité à toute épreuve. Une femme extraordinaire plus que digne de ses ancêtres rabbins. Je remercie également Rebecca, une de mes lectrices correctrices, pour toutes ses questions, ses remarques plus que stimulantes. Enfin, merci à tous ceux qui m'ont écouté lorsque je leur parlais du franquisme, sujet vaste, complexe, parfois douloureux. Au cours de ces recherches, solitude et difficultés étaient parfois au rendez-vous. Je remercie donc tous mes amis. Marc qui a découvert la rédemption par le péché, et qui par son écoute exceptionnelle dans mes moments de souffrance et son humour incroyable a su transformer une recherche fastidieuse en un chemin réconfortant. Je remercie également Olivier, pour son amitié de 20 ans et sa quête éternelle du bonheur en tant que juif, dans un monde ingrat. Je remercie Déborah pour avoir rallumé la flamme. Enfin, je dédie ce manuscrit à toutes les personnes de bonne volonté comme Fahim, mon ami d'enfance, Muriel, dont j'admire l'éternel courage, Saïda, Inde dont je remercie l'ouverture et l'intérêt porté au judaïsme. Merci à G, Albanais mystique, de m'avoir indiqué le chemin de la tombe de Sabaté TSVI, alias Mehmet Effendi. Je remercie tant d'autres qui aspirent à un monde meilleur fait de solidarité entre tous les hommes, et absous de toute la problématique du mal qui nous entoure et avec lequel nous vivons. N'oublions jamais que la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, Exode 21,23-25, Deutéronome 19,21 n'est pas inexorable, soit le salut, et que le pardon existe aussi. Enfin, dédicace à ma fille, à Fadela, la future maman d'Eva et de Noé, qui m'a encouragée à terminer ce travail qui n'en voyait pas la fin, et à ma mère, femme simple, qui a toujours cherché la tranquillité du foyer et malheureusement supporté ma dissidence. Merci à elle de m'avoir donné la vie. Puisse cet écrit ne pas faire tourner les mauvais esprits. Amen. Le Fr Athènes Katit SME, un REVELATEUR, des DECHIREMENTS de la vie juive, au 18e SIECLE. Nous souhaitons tout d'abord souligner la fulgurante ascension sociale des membres de la secte après leur conversion, dans les hautes sphères de l'aristocratie, de la politique, de l'art ou de la culture européenne. De par cette conversion collective, mystique et messianique, il nous apparaît que le mouvement franquiste fut révélateur des soubresauts et des déchirements de la vie juive dans le monde ashkénaze au cours du XVIIIe siècle. Pogroms, communautés décimées, tentation de l'assimilation ou de la résistance face au monde chrétien, misère sociale, non-partage du savoir rabbinique ou orthodoxie, tous ces facteurs prouveraient d'un désir immédiat d'un sauveur, d'un Messie. Ce désir du Messie sauveur immédiat ou futur montrerait selon nous, à quel point le monde juif européen de l'époque est tourmenté et divisé. Le hassidisme et le franquisme naissent à quelques années d'intervalle et dans la même zone géographique. Ils sont une vulgarisation de la Kabbale. L'opposition apparente de ces deux mouvements peut laisser entrevoir que les choix pour survivre en tant que juifs furent extrêmes pour les juifs d'Europe de l'Est. Depuis le XIXe siècle, de nombreuses études ont été réalisées sur le hassidisme du Baal Shem Tov, mais probablement pas assez sur le mouvement franquiste,
l'autre facette des déchirements de la vie juive ashkénaze de l'époque, dont les sources sont rares. Le mouvement franquiste nous paraît fondamental dans l'histoire juive. Si l'assimilation d'une part face à une ferveur et une attente messianique d'autre part représente les deux faces d'une même crise, le franquisme nous semble symboliser l'ensemble de ces facteurs. Depuis la connaissance de l'existence du mouvement franquiste, beaucoup de chercheurs ont eu grand-peine à l'étudier. Tout d'abord, il me semble capital de me libérer de l'opinion de Gratz, qui a vu le mouvement de Jacob Freund comme étant le mouvement hérétique, le plus nauséabond de l'histoire juive. Ceci a largement orienté les opinions futures. Ensuite Krauchar, l'historien polonais du franquisme de la fin du XIXe siècle, s'est converti subitement au catholicisme, ce qui provoqua un choc dans le monde juif de. Ces deux faits, à quelques 60 années d'intervalle, ont terni aux yeux de la recherche l'image de ce mouvement. Depuis, ce n'est qu'avec recul et restriction que les chercheurs actuels se penchent sur ce sujet, voire ne s'y penchent pas du tout, comme Moshe Idel, spécialiste de la mystique juive, du hassidisme et du sabbataïsme jusqu'en 1753, ou encore Gershom Scholem au début de ses recherches sur la mystique juive 4. Et il n'y a à notre connaissance, aucun chercheur sur le franquisme en France. Il me semble pourtant que ce sujet est un vaste champ de recherche pas assez approfondi, qui a considérablement marqué le monde juif d'une part et le monde chrétien de l'autre. Il pose sous un nouvel éclairage les problématiques du converti, de la mystique juive, du messianisme et de la transmission de la Kabbale vers d'autres religions. La problématique du converti et des conversions de groupe. Jusqu'à ce jour, peu d'études ont été réellement entreprises sur les convertis, tant sur un point de vue social que religieux et ce, quelle que soit la religion d'origine et la nouvelle religion. L'étude de l'Empire ottoman est riche en informations sur les convertis chrétiens ou juifs à l'islam et nous restons étonnés que l'exemple balkanique soit si peu étudié dans les universités européennes. Du reste, les conversions à l'islam demeurent un sujet historique exclusivement balkanique avec une forte connotation politique, comme en témoignent les dernières guerres yougoslaves. En revanche, la conversion en Europe, du juif au christianisme ou du chrétien, du païen au judaïsme, comme les Khazars ou les Berbères, voire du musulman au christianisme ou au judaïsme, est épisodique, très rare, voire inexistant. Si l'on observe de près le schéma du converti, on trouve chez lui une origine religieuse, une conversion, soit religieuse, sociale, mystique ou forcée, puis une nouvelle religion. Dans le cadre de l'histoire juive, et nous adhérons aux idées du sociologue allemand Arthur Rupin qui voit l'assimilation comme un phénomène normal dans l'histoire juive 5, voire Abraham Léon qui traite de l'assimilation par l'embourgeoisement 6, l'histoire regorge d'exemples de juifs qui se sont convertis au christianisme ou à l'islam. Les juifs de Fès convertis à l'islam sunnite, les juifs d'Ispahan convertis à l'islam chiite, les juifs convertis au christianisme espagnol ou allemand. Or, l'historiographie moderne, dans les cas cités, et dans d'autres bien sûr parfois oubliés, ne reconnaît que la conversion par la force ou par opportunisme, surtout quand il s'agit des juifs qui se convertissent au christianisme 7. Ceci s'explique par l'influence de l'historiographie sur la période de l'Inquisition, en Espagne qui a tort, a adopté le postulat selon lequel, si un juif se convertissait au christianisme espagnol, ce n'était que par opportunisme ou par la force. Ce schéma nous paraît très réducteur. Nous en voulons pour preuve le franquisme, qui pose la question du converti, de ses motivations et de son évolution. S'il existe si peu de travaux sur les convertis, le franquisme pose la question du converti non plus en tant que situation individuelle et forcée, mais en tant que situation collective et volontaire dans un but mystique, c'est-à-dire avec une cohésion de groupe, transgressant les frontières et s'exerçant dans le secret. Cet aspect du secret nous amène à nous poser une multitude de questions. Est-ce que la cohésion du groupe se basait sur un judaïsme hérétique ? Ces convertis de groupe et leurs descendants sont-ils toujours juifs ? D'un point de vue alarique, la réponse est négative si l'on constate qu'ils ont abandonné le judaïsme rabbinique. Mais positive si l'on constate que la secte a pratiqué un judaïsme en cachette et a fonctionné par intermariage pendant de longues décennies, au point de faire dire à Gershom Scholem que les descendants franquistes, bien que chrétiens, ont encore une judaïté complète 8 dans la deuxième partie du XIXe siècle, soit au moins sur 3 générations et plus de 100 ans après la conversion de leurs ancêtres dans les années 1759 à 1760. Nous pouvons supposer plus longtemps jusqu'à la fin du XIXe siècle 9,
en raison de leur rapport avec les Dongmei, et si par la suite il y a mariage mixte, nous pouvons nous interroger sur leur rapport avec leur judaïté ou leur judaïsme transgressif. Oui encore, si l'on se fie à la dichotomie établie par Léon Poliakov X, sur les diversités de l'antisémitisme, religieux ou racial, et non, si l'on ne se fie qu'à l'antisémitisme religieux. Dès lors, le franquisme fait-il partie de l'histoire du judaïsme ou du christianisme ? Au cours de nos recherches, nous avons remarqué que certains descendants franquistes, comme par exemple aujourd'hui un célèbre écrivain lituanien, se proclament juifs alors que d'autres descendants, comme ceux de la famille Frechenfeld, affirment leur antisémitisme. Mais qu'en est-il vraiment ? Si l'on admet le maintien de la judaïté de ces convertis, le franquisme réunit tous les paramètres pour créer une paranoïa collective, où chacun verrait à tort chez tel ou tel personnage historique, un juif caché et comploteur. La théorie du complot, avertissement. Il est donc malaisé de s'attaquer à un tel sujet, parce qu'on risque soi-même, en tant que chercheur ou lecteur, de sombrer dans la théorie du complot dans la mesure où la rareté des sources pourrait elle-même accréditer l'existence d'un groupe occulte, qui préparerait un complot. Pourtant, si l'on se libère de la connotation aujourd'hui péjorative, du terme complot, que certains extrémistes associent à juifs ou francs-maçons, on est bien obligé de reconnaître que le complot a toujours existé dans l'histoire. Nombreux sont les monarques qui ont perdu leur pouvoir, ou pris le pouvoir suite à un complot. Simplement, l'histoire ne retient jamais l'histoire des perdants, tout comme l'histoire oublie le complot lorsqu'il a réussi, puisqu'étouffé alors par les comploteurs. Ainsi, s'il y a complot, cela ne signifie pas pour autant qu'il réussisse et la postérité ne retient le complot que comme une tentative de putsch ou de révolution noyée dans le sang. Aujourd'hui, la lecture de certains auteurs comme Pierre-André Taguieff dans La Foire aux Illuminés tente à discréditer toute perspective d'un complot dit ésotérique, comme si celui-ci n'avait jamais existé. Cette position qui me paraît extrême est très réductrice. Dans quelle mesure, dans le but d'améliorer la société et le groupe, le complot ne pourrait-il pas être considéré comme nécessaire pour renverser un pouvoir injuste, dictatorial et inégalitaire ? Que serait-il advenu si, au cours de la Révolution française, la franc-maçonnerie de l'époque n'y avait pas participé par une majorité de ses membres, dans un but philosophique, afin d'améliorer la société, sans pour autant qu'on puisse l'accuser de n'avoir su contrôler les débordements ou de souhaiter la mort du monarque français ? Cela m'amènerait nécessairement, sans vouloir m'éloigner du thème de notre thèse, à souligner que bon nombre de maçons furent royalistes et révolutionnaires modérés, ce qui n'a probablement pas été assez souligné par les chercheurs sur la franc-maçonnerie aujourd'hui. Et ce qui dépasserait largement le cadre de notre étude. Dès lors, nous ne pouvons que nous étonner des propos extrêmes d'auteurs modernes qui, péchant par excès de crainte d'une récupération de leurs idées par l'extrême droite, nient l'implication de l'ésotérisme dans certaines révolutions. Dans ce même ouvrage, Pierre-André Taguieff, pour ne citer que lui, n'évoque pas le mouvement franquiste qui aurait pu alimenter le mythe paranoïaque du complot judéo-maçonnique 11, lors de la Révolution française. Finalement, je pars du postulat qu'un complot est impossible à percevoir dès lors qu'il n'en existe que des soupçons. On observe alors le développement d'un sentiment d'exclusion de la part de celui qui suppose l'existence d'un complot, ou d'un groupe particulier et clandestin. Les propos de cette personne tendant vers des extrémités qui l'excluront davantage et la feront alors dériver vers l'incohérence, ce qui finira par occulter la démonstration de l'existence du complot en lui-même. Au-delà de sa véhémence folle, l'abbé Baruel XII, en tant que religieux, n'aurait-il pas posé une question légitime bien que maladroite, incohérente, extrême et lourde de conséquences sur le rôle des philosophes et de la maçonnerie de l'époque ? Insister sur le terme complot pose un problème complexe, car justement, j'essaierai de démontrer que certains franquistes ont participé à des événements très particuliers de la Révolution, mais pas dans le sens révolutionnaire et nihiliste qu'on leur prête jusqu'à aujourd'hui, mais bien le contraire. Si certains auteurs ont posé le postulat que le mot « jacobin » viendrait non pas du Jacob biblique, mais de Jacob Frank, je pose quant à moi le postulat qu'il n'en est rien et que les franquistes n'ont comploté en rien pour la Révolution française. J'essaierai de démontrer plus prosaïquement que la clandestinité franquiste au cours de la Révolution française, puis au cours de l'Empire, fut décidée dans un but plus simple,
à savoir le désir d'un État juif franquiste quelque part en Europe. Aussi, le fait que deux auteurs comme Pierre-André Taguieff et Moshe Idel n'aient pas traité volontairement du franquisme et de ses activités, nous pousse nécessairement à nous interroger plus en profondeur sur ce que fut ce mouvement. L'ambition de ce travail. De fait, il est extrêmement délicat de s'intéresser à la mouvance franquiste, en cela qu'elle réunit tous les facteurs d'instabilité. Elle pose de nouvelles questions, parfois extrêmes, parfois d'ordre émotionnel. Une clandestinité volontaire que l'on pourrait à bien des égards comparer au maranisme espagnol, encore faudrait-il élargir la définition du maranisme, l'évolution sociale de certains de ses membres et leur rôle politique, leur position radicalement anti-talmudique et à la fois peu chrétienne, pourrait développer l'idée chez certains d'un groupe occulte nauséabond. Mais cela n'empêche pas son étude, car je considère qu'au premier abord, le mouvement franquiste fut certes un mouvement hostile au judaïsme rabbinique, encore qu'il est paradoxalement marqué bien plus que l'on ne le croit, l'histoire juive, l'histoire de la franc-maçonnerie, l'histoire chrétienne, mais qu'il permit l'ouverture vers la modernité. En d'autres termes, il a été une véritable tentative, réussie, d'émancipation du peuple juif en particulier et sa mouvance s'est intégrée via ses descendants, dans de nombreux secteurs de la société européenne, aussi divers les uns que les autres. Politique, art, culture, armée, ésotérisme. Au cours d'un travail ultérieur, je m'attacherai à rechercher les nombreux descendants de la diaspora franquiste tant sur un plan géographique, Pologne, Allemagne, Autriche, Hongrie, Croatie, République tchèque, Slovaquie, Lituanie, France, États-Unis, Canada, Turquie, que sur un plan social, avocats, magnétiseurs, politiciens, ministres, aristocrates, écrivains, fondateurs de sectes, militaires. Mais pour bien comprendre cette dispersion, il convient de commencer par l'événement qui survint à la mort de Jacob Frank en 1791, la Révolution française, et reprendre comme exemple le cas typique de Junius Frey, alias Thomas von Schoenfeld, alias Moses Dobrouchka, dont la famille est issue des ghettos de Bohême-Moravie, anobli, franc-maçon, illuminé, intellectuel, mystique, révolutionnaire, et de son fils Franz, dont j'ai retrouvé identité dans des archives inattendues, pour être le mieux à même de comprendre la problématique franquiste. Enfin, si je dois me détacher de l'opinion de Gratz, je dois également me détacher du raisonnement de Scholem qui considère le mouvement franquiste comme un mouvement nihiliste, débouchant sur la transgression et la destruction. Je voudrais modestement nuancer ce propos. Le mouvement franquiste fut paradoxalement, outre un formidable élan vers la modernité et la transgression volontaire et extrême de la loi juive, un mouvement conservateur qui essaya d'établir un pont entre juifs et chrétiens. J'en ai pour preuve la vraie vie de Junius Frey et de son fils, retrouvés sous une nouvelle identité exceptionnelle, qui au-delà de leur judaïté et de leur cœur franquiste, ont essayé à leur manière et en accord avec leurs objectifs, de sauver la monarchie française. Ce que la postérité, et je remercie Georges Lenôtre pour avoir terni l'image des frères Frey, et ce, ne cachant pas son antisémitisme 13, n'a absolument pas retenu, les considérant comme juifs, comploteurs et nihilistes. Cela serait une ironie de l'histoire que de démontrer au courant traditionnel royaliste français que des Juifs ont essayé de sauver le roi Louis XVI et ses enfants, des Juifs, les derniers royalistes 14, dont les ancêtres furent exécrés par cette même royauté française pendant des siècles. Méthodologie. Aussi, dans une première partie, je présenterai les sources et un historique de la recherche. Dans une seconde partie, je m'attacherai à présenter le mouvement franquiste sous un nouveau jour. Notre exposé s'articulera ensuite sur deux axes. Dans une troisième partie, je me pencherai de nouveau sur le cas, déjà étudié par quelques chercheurs comme Scholem ou Mandel 15, de Junius Frey Schoenfeld Dobrouchka et sur son véritable rôle lors de la Révolution, en soulevant l'hypothèse inédite qu'il fut un véritable espion royaliste et la preuve vivante d'une corrélation entre occultisme, franc-maçonnerie, sabbataïsme et espionnage royaliste. Cette démonstration peut paraître hasardeuse voire aventureuse, mais elle nous semble essentielle pour comprendre et retrouver le fils de Junius Frey alias Schoenfeld, qui apparaît 30 ans plus tard sous une nouvelle identité exceptionnelle et célèbre, et qui sera l'objet central de ce travail. Au cours de cette démonstration, on s'intéressera également à la dimension psychologique de certaines personnalités franquistes.
Car à l'instar de Jacob Frank qui se présenta comme le Messie, ses successeurs, dont le fils de Phrée, se présentèrent eux aussi comme Messie ou roi, voire Melchitsédek, le roi de la justice ou mon roi est juste, mais plus terrestre. D'autres tinrent en tant que Messie, sauveur ou gourou, un rôle non négligeable dans la politique, comme Adam Mickiewicz, dont l'appartenance franquiste ne fait aucun doute mais sans véritable preuve, et sa vision messianique des nations. Ou encore, l'occultisme, comme le médecin David Ferdinand Koreff, issu d'une famille franquiste de Breslau, ami de Rachel Wehmagen, de Hoffmann, du petit-fils du général de Custine et installé à Paris à partir de 1823. Ce travail vise donc en premier lieu à montrer toute la problématique franquiste lors de la Révolution française, aux multiples conséquences 40 ans plus tard, et l'implication franquiste non pas au service de la Révolution mais paradoxalement, au service des États réactionnaires de l'époque, avec comme question sous-jacente le rôle du converti et la mystique qui en est à l'origine. Travailler sur le franquisme, il faut y insister, c'est pour la première fois réunir trois histoires qui ont été très peu associées à ce jour au sein d'un même travail. L'histoire du judaïsme européen qui n'avait pas d'État, l'histoire des États balkaniques qui disparaissent face à l'invasion ottomane et l'histoire du christianisme européen morcelé en plusieurs puissances. Marquer ce point, c'est reconnaître que les contacts entre les trois histoires n'ont pas été seulement négatifs, mais aussi positifs et qu'elles comportent plus d'interactions que ne semblent l'imaginer les historiens du judaïsme ou du christianisme, voire des Balkans. Nos sources seront des plus originales car elles seront constituées de témoignages oraux de descendants franquistes, notamment ceux de Phrée, mais également d'autres retrouvés aux quatre coins du monde, des documents inédits issus de bibliothèques maçonniques allemandes ou de fonds allemands inédits. Enfin, je tiens à préciser au lecteur que cet écrit n'a pas la prétention de définir ce qu'est la Kabbale. Cette recherche a pour but simplement d'analyser l'évolution de la Kabbale uniquement sous un angle historique, en essayant de démontrer toutes les déviances ou hérésies que cette mystique peut occasionner. Si nous pouvons utiliser ces termes sans volontairement les définir. PREDEMIEDER partie, le FRANKISME, les sources et la recherche. 1. Les sources. 1. Les sources franquistes de Pologne et de Bohême-Moravie. Les sources franquistes de Pologne ont disparu, soit par l'action des franquistes eux-mêmes, soit détruites pendant l'Holocauste en Pologne. Le premier livre franquiste répertorié fut le Divrei Adon, Les Paroles du Seigneur. Ouvrage originellement en hébreu, mais qui fut traduit pour la deuxième génération franquiste en polonais Kasiega Słopańskich, génération qui ne maîtrisait plus l'hébreu. C'est cette deuxième version en polonais qui fut retranscrite en 1895, dans le livre d'Aleksander Krauchar Franki Frankiski Polski. Il se peut qu'il y ait eu des modifications lors de la traduction. Des exemplaires en polonais furent conservés par quelques familles franquistes, ou distribués à des bibliothèques publiques. Les derniers disparurent lors de la destruction des bibliothèques en 1941, mais la présomption est extrêmement forte que certains de ces exemplaires existent encore chez des descendants de familles franquistes. Une unique version retrouvée par Hillel Levin se trouve aujourd'hui à l'université de Cracovie. Une autre source franquiste fut celle de la description détaillée de la vie de Franck et de ses orgies sexuelles. Sans nom, sans titre, mais que l'on nomme la Chronique du Seigneur, soit dans sa version polonaise, Chronika Pańska. Cet ouvrage disparut des mains du chercheur Krauchar lorsqu'il se convertit au catholicisme. La version de ce livre fut la première partie de son ouvrage. Signalons surtout le fameux livre « Les prophéties du prophète Isaïe », membre du Saint Sanhédrin, révélé par le grand Shaddai, seigneur de la magie blanche, livre qui consigna d'après Scholem les espoirs utopiques et révolutionnaires des franquistes après la mort de Franck. Ce livre disparut, lui aussi, lorsque la bibliothèque de Varsovie fut détruite par les nazis. Enfin, citons le livre aujourd'hui inconnu, relatant les rêves et les révélations d'Eva Frank lors de son séjour à Offenbach, appelé Kasiega Słopańskich, littéralement le livre du Seigneur ou parfois appelé le livre des rêves du Seigneur, les traductions divergent. Le seul exemplaire connu fut détruit par décision du tribunal rabbinique de Fürth. Cet exemplaire leur fut remis par un jeune repenti, Moses Porge von Portheim qui écrivit ses mémoires à la fin de sa vie, œuvre très certainement déformée, à cause de sa mémoire sélective et de son grand âge. Pour exemple, dans ses mémoires,
Moses von Portheim ne cita pas sa propre comparution devant le tribunal rabbinique de Fürth. Quant aux sources des franquistes de Bohême-Moravie, de nombreux témoignages de vrais ou faux repentis franquistes revenus au judaïsme ont été conservés dans la ville de Prague. Hélas, à la fin du XIXe siècle, c'est le président de la communauté juive de Prague, lui-même, qui retira ces archives, ô combien précieuses, et qui probablement les détruisit par égard aux familles de notables concernés. Ces mêmes notables furent d'ailleurs, par la suite, les initiateurs du premier temple réformé de Prague, en 1832. Prosnitz fut également un haut lieu des dix-boucs, du franquisme et la littérature franquiste de Prague y fut longtemps conservée au point que l'ouvrage Ein Yakov, détaillant la foi franquiste put être consulté par le chercheur Aaron Jelinek. Celui-ci possédait de nombreux manuscrits franquistes, mais ils disparurent après sa mort. À partir de 1823, la secte se désagrégea officiellement, et comme le relate Fritz Mautner, descendant franquiste, célèbre philosophe allemand et théoricien de l'athéisme, à partir des années 1830, des émissaires allèrent chez toutes les familles franquistes de Bohême et de Pologne, afin de récupérer tous les manuscrits concernant la secte, voire des portraits, ou des épées symbolisant la carrière militaire de leurs ancêtres dans l'armée franquiste. Certaines épées ont été cependant conservées avec fierté jusqu'à ce jour, chez des descendants franquistes. Cette protection délibérée des manuscrits franquistes est l'une des raisons pour lesquelles les sources directes sur les franquistes sont très rares, voire supposées aujourd'hui inexistantes. Je remercie Aaron Jelinek, Meyer Balaban, et surtout Kraushaar, d'y avoir eu accès avant leur disparition. Il est déplorable que deux de ces auteurs, Jelinek et Kraushaar, aient été responsables eux-mêmes de ces disparitions d'ouvrages, essentielles pour comprendre le mouvement franquiste dans la clandestinité. C'est pourquoi il est extrêmement malaisé de pouvoir accéder à des sources directes concernant le mouvement. Encore plus malaisé si l'on songe que la majorité des descendants franquistes sont avares en informations, voire refusent catégoriquement d'évoquer des souvenirs familiaux ou la possibilité que certains ouvrages existent encore. Pourtant, j'ai la présomption très forte que des manuscrits franquistes existent encore aujourd'hui. Soit chez des descendants de familles franquistes oubliées par la recherche, notamment chez les héritiers de la famille Matuszewski, soit tout simplement dans des bibliothèques maçonniques, Allemagne, États-Unis, qui pour diverses raisons ont très bien connu le mouvement franquiste. Enfin, au cours de cette même thèse, une attention particulière sera portée sur le manuscrit du gouverneur prussien de Varsovie, Julian von Brincken, écrit en 1825 sur les franquistes de Varsovie. Ce manuscrit n'est pas dénué de fondement et, contrairement à ce qu'ont conclu de nombreux chercheurs modernes comme Scholem ou anciens comme Kraushaar, l'auteur détaille des aspects franquistes totalement oubliés aujourd'hui. Ainsi, par exemple, Eva Frank est la fameuse et mystérieuse princesse Taranakova, qui se réclamait fille de la tsarine Élisabeth Ier de Russie, serait une seule et même personne, ce que Brincken pressentait et qui confirmerait les prétentions impériales de Frank. De cet ouvrage, originellement écrit en allemand, subsiste une seule traduction polonaise conservée chez un aristocrate polonais, le comte Zamoyski, descendant lui-même d'un témoin des conversions jusqu'en 1940, année où sa demeure fut détruite par les bombardements. Un autre exemplaire fut auparavant lu avec attention par le ministre russe de l'Intérieur de l'époque, en 1892, période ô combien lourde de conséquences dans l'histoire des services secrets russes. La secte des Zoharistes en Pologne et en Europe occidentale. Joseph Frank, sa secte et ses successeurs 16. Une photocopie de ce manuscrit existe aujourd'hui à Jérusalem. 2. Les sources de l'Église. Il va sans dire que les premières archives sont celles qui concernent les fameuses disputations. La première disputation fut publiée en latin et polonais par le chanoine Franciszek Kazimierz-Klen, son nom suggère une origine juive ou allemande, en 1758, à Lwow, Lemberg. Il publia également la lettre écrite par les franquistes à Auguste III, pour lui demander protection, ainsi que le jugement des évêques concernant les requêtes franquistes la même année. 2 ans après, furent publiés par le père franciscain Gaudensius Pikulski, les écrits diffamatoires franquistes à l'encontre des juifs talmudistes, en opposition aux juifs zohariques dont se prévalaient les franquistes. Le titre était on ne peut plus explicite puisqu'il s'intitulait « La méchanceté juive contre Dieu et ses prochains, la vérité et la conscience pour l'illumination des damnés talmudistes,
pour prouver leur aveuglement et leur religion qui les éloigne de la loi de Dieu que Moïse leur avait transmise. Zlosk Zvedoska Pszeczuko Boń I Bliznie mu Prodzi I Surmeniu, na Objaśnienie Talmudisto, na Dowodicéach Zaslepiena I Religii Dalekiej o Deprawa Boskiego Psze Mojżesza. Il décrit d'un point de vue catholique toute la fameuse disputation de 1759, ainsi que la confession de quelques franquistes convertis qui avouent leurs péchés en tant qu'anciens juifs talmudistes. La disputation de 1759 fut également décrite par le franciscain polonais Stanisław Klekwewski. Discussion ou discours des écritures juives et talmudistes pendant la disputation publique entre anti-talmudistes et talmudistes qui a lieu à Lemberg en 1759. Dissertacja albo mowa pismar żydowskich I talmudzi podczas walnej dispiti kontra talmudisto z talmudisztami mania Wilwowi roku pańskiego 1759. Également, les 14 comptes rendus du nonce Nicolaos Serra reflètent les différentes opinions de l'Église catholique quant au mouvement franquiste. En 1760, la même année, Augustin Teiner publia en latin les documents relatifs aux conversions remis au Vatican. Il a eu accès aux archives censées être désormais secrètes du nonce cité ci-dessus. Il va de soi que le pape suivit cette affaire de près, puisqu'il s'agissait d'une conversion de masse, inédite dans l'Église catholique de Pologne et que tous les documents relatifs aux franquistes devaient être archivés. De ce fait, des archives concernant Froc existent au Vatican, en latin et en italien. Elles sont des descriptions oculaires de Franck, datant des années 1759 à 1760. Le jésuite Constant Audret fit une description assez précise de la conversion collective des anti-talmudistes. Description de tous les aspects des convertis anti-talmudistes à la Sainte Foi et petite présentation historique de leur adhésion à la Sainte Foi de l'Église. Opiomani wziskich dworniezich okoliczności nauczenia do wiary kontra talmudisto albo historia krótka ich początki I dalsze sposoby przystopowania do wiary. Wirazaraka. Une dernière source importante est le procès d'inquisition à l'encontre de Jacob Frank, en 1760. Celui-ci fut entièrement traduit par Krauchard. 3. Les sources rabbiniques. Paradoxalement, les sources rabbiniques sont tout aussi muettes que les sources franquistes elles-mêmes. Cela s'explique par diverses raisons. La première est sans nul doute que les franquistes, depuis la disputation de 1759, ont voué aux juifs tenants du Talmud, dit les talmudistes, une haine féroce aux conséquences désastreuses sur les communautés juives de l'époque. À cause notamment de l'éventuelle implication franquiste dans un kidnapping d'enfants, vite transformé en crime rituel. Ce qui voit la communauté juive de Vaïslovie près de Lublin, accusée à tort, à la mort, à la conversion ou à l'expulsion. Les communautés juives de l'époque ont donc brûlé de nombreux manuscrits franquistes et lutté par la voix forte contre le franquisme polonais puis, suite au soutien de l'Église aux franquistes, par le silence résigné. Paradoxalement, certains notables communautaires polonais de Varsovie avaient encore officieusement dans les années 1930 des contacts avec les descendants franquistes. Ce qui laisserait supposer que le franquisme avait touché les communautés juives de l'intérieur, ou que certaines personnes restées au sein du judaïsme étaient encore relation avec leurs cousins devenus franquistes et convertis au catholicisme, montrant ainsi les déchirements possibles que le franquisme avait occasionnés au sein d'une même famille. Dans ce contexte de l'époque, il ne faut guère nous étonner de la position de Jacob Emden qui, dans ses mémoires, ne cache pas sa haine du mouvement franquiste. Et il prédit à juste titre que le mouvement franquiste, par ses activités occultes, provoquera un regain d'antisémitisme. Au cours de ce travail, j'essaierai de démontrer qu'il ne s'est pas trompé. Et c'est là, un paradoxe de plus, si l'on songe que le mouvement franquiste, par son côté transgressif et provocateur, fut en même temps un mouvement qui essaya de défendre le peuple juif. Outre une traduction française remise en cause par certains chercheurs religieux, les Mémoires 17 de Jacob Emden, Megillo Sefer, ainsi que son 18, Sefer Shimush, sont riches en informations concernant le sabbataïsme et le franquisme. Et à ce jour, personne ne les a soulignés. Je pense bien évidemment en premier lieu à la polémique contre Ebbe Schutz, qu'Emden accuse d'être un crypto-chrétien ou crypto-sabbataïste. Celui-ci en veut pour preuve l'amitié que vouait l'évêque ou l'amitié de Karl Anton, le converti Moshe Gershom Cohen, à Ebbe Schutz.
Son témoignage est saisissant lorsque celui-ci attaque les prêteurs sur gage de la communauté juive, qui font des ravages en tant que faux-monnayeurs. Nous verrons que cette activité de faux-monnayeur, spécialité juive en Allemagne au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, sera un des indices qui permettront de localiser le fils de Frey dans la Prusse des années 1820, sous son nouveau nom de Karl Wilhelm Naundorff. Enfin, autre détail extrêmement intéressant, est le récit de l'agression violente dont Jacob Emden fut victime à son domicile au moment où la polémique anti-franquiste faisait rage. Peut-être faut-il prendre ces déclarations livresques avec suspicion, mais il n'empêche que ces deux agresseurs franquistes furent Mandel Speyer et Jacob Rothschild, tous deux membres de deux familles qui allèrent fonder par la suite les deux plus grands établissements bancaires d'Allemagne et d'Europe. Détail qui peut nous éclairer sur l'ascension fulgurante de la famille von Speyer et surtout de la famille von Rothschild, qui serait liée au mouvement franquiste. Autre source rabbinique, mais peut-être plus historique, sont les mémoires de Ber de Bolscho 19, un des premiers maskilim. À l'époque marchand de vin, il participa à la disputation de 1759 entre rabbins, franquistes et catholiques, en tant que traducteur du yiddish au polonais, et en fit une description très précise dans un manuscrit 20, Les paroles de la raison, ou intelligence. Son témoignage reste important. Il n'épargne pas non plus les trois rabbins, qui, d'après lui, firent preuve de subterfuge littéraire pour embrouiller les prêtres et d'un refus catégorique de traduire des passages du Talmud en polonais, ce qui provoqua de violentes altercations après les disputations. Il écrivit dans ses mémoires une description détaillée de la vie juive en Pologne avec en arrière-plan le mouvement franquiste. Sa description de la vie juive reste une référence au point que des écrivains récents, comme Daniel Mendelssohn dont la famille fut également originaire de Bolscho, et son livre Les Disparus, s'en servent pour écrire leur roman autobiographique sans toutefois citer le mouvement franquiste, prouvant ainsi l'oubli du mouvement franquiste dans l'histoire juive. L'auteur Ber de Bolscho, par une charte autrichienne, obtint le droit de germaniser son nom et devint Ber Birkenthal, laissant présager une future conversion. Signalons également Samuel Bach, qui en 1877, publia toutes les décisions des jugements du tribunal rabbinique de Fürth concernant les franquistes, en 1800, suite à trois franquistes, dont Moses von Portheim qui écrivit ses mémoires 67 ans plus tard, plus ou moins repentis, qui décidèrent de dénoncer devant le Besdin les agissements franquistes. Enfin, il convient de citer bien sûr Eliezer Fleckel, qui fut le premier à décrire le mouvement franquiste et le sabbataïsme polonais. Son œuvre 21, Ahava David, La Passion de David, voulait démontrer les ravages du sabbataïsme dans les communautés juives en attente messianique en 1800. On le voit, les sources originelles ne sont pas aussi vastes, et seul l'apport de témoignages oraux fut primordial pour les premiers chercheurs. C'est le cas d'Emil Pirazzi, habitant d'Offenbach, qui eut le privilège de côtoyer le dernier franquiste officiel habitant à Offenbach, Franciszek Wiktor Zaleski. Bien que ce dernier ne fût pas prolixe en conversation, le témoignage de Pirazzi fut capital 22, puisqu'Alexandre Krauchar le relate dans son histoire sur le mouvement franquiste, Franki Frankiski Polski. Zaleski, décédé en 1860 à Offenbach, écrivit d'ailleurs un livre curieux sous le nom de Z. Alkiz, anagramme de Zaleski, Barbara Radziwilowa, Königin von Pollen, ouvrage en 3 actes non publiés, mais qui se trouve aux archives d'Offenbach sous la cote Monsieur 0, 1450-13. Cet ouvrage serait, selon nous, un clin d'œil à Eva Frank qui se prétendit fille de Élisabeth Ier et fille du cosaque Alexis Razumovski, et donc tante d'Alexandre Ier, tsar de toutes les Russies. D'ailleurs, il n'est pas anodin de souligner que l'héroïne, Barbara, supposée issue de la famille aristocratique Radziwill, famille protectrice des Karaïtes et des franquistes, est présentée comme fille adoptive. Le livre fait donc un parallèle entre la vie de l'héroïne Barbara et celle supposée de Eva Frank, qui aurait été adoptée par Jacob Frank. 2. La recherche. 1. La recherche sur le franquisme au XIXe siècle. Peter Pérez Beer, 1758 à 1838, fut le premier chercheur à se consacrer au mouvement franquiste. En se fondant sur des souvenirs et des recherches personnelles, il publia sous le nom de Théophile Nicodème et fut un des premiers représentants de la Haskalah. En 1813, suite au succès de son livre Toldos Israël, Histoire d'Israël,
Il devint le premier professeur de religion dans le premier lycée juif de l'Empire d'Autriche. Son œuvre, reconnue par la postérité, reste cependant Geschichtlehren und Meinungen alle Bestandenen an Norbestehenden religiösen Sekten der Juden und der Geheimlehre oder Kabbalah, Breno, 1822-1823, 2 tomes. Histoire, enseignement et opinion de toutes les sectes religieuses juives anciennes ou existantes, enseignement du secret ou de la Kabbale. Ces 2 tomes furent le premier ouvrage traitant de la mystique juive ancienne et existant encore au XIXe siècle. Sur une centaine de pages, il raconte en détail l'histoire du mouvement franquiste sans dévoiler ses sources. Les chercheurs modernes supposent qu'il consulta les archives franquistes de Bohême-Moravie transmises par des familles franquistes et par des notables de la communauté juive de Prague, avant que tous les documents ne disparaissent volontairement, ou ne soient détruits par les franquistes eux-mêmes ou par les autorités rabbiniques, comme je l'ai précisé plus haut. Les écrits de Beer laissent paraître une admiration, voire une apologie du mouvement franquiste, et sa description de la disputation de 1759 entre autorités rabbiniques, Église et franquistes reste très sommaire. Peter Beer ne cite rien de l'accusation mensongère de crimes rituels faite par les franquistes à l'encontre des juifs talmudistes. Rien non plus des rites sexuels pratiqués par les franquistes de Pologne ou de Bohême. De la description d'un faux messie rustre de Pologne, Prostak, aucune mention. Peter Beer a très certainement subi l'influence des familles franquistes, Vell, Bondy et Porge qu'il côtoyait. Ces familles authentiquement franquistes, mais restées en apparence au sein du judaïsme, jouèrent un rôle de premier plan dans le judaïsme réformé et finirent toutes par émigrer en 1848 aux États-Unis, pays symbole de la réforme, emportant avec elles leurs secrets franquistes. Par ailleurs, Peter Beer attribue, sans preuve fournie, aux autorités rabbiniques polonaises, l'exil et le bannissement de Franck. Cette accusation infondée laisse transparaître chez Beer un sentiment anti-rabbinique typique des premiers masculimes. Enfin, pour se dédouaner de toute fascination du personnage, il conclut que la cour franquiste à Offenbach est une vaste comédie dont il fut lui-même le témoin indirect. En 1859, Isaac Marcus Jost, 1793 à 1860, l'un des fondateurs de la Wissenschaft des Jienden NMS, Sciences du judaïsme, qui écrivit une formidable Histoire des Israélites 23, que la postérité n'a pas retenue, contrairement à Gratz, fit une description similaire à celle de Peter Beer. Elle n'eut qu'une portée limitée puisqu'elle reproduisit à peu de choses près les écrits de Beer. Geschichte des Jienden NMS und seine Sekten, Leipzig 1859-24. Skimborowicz est le premier chercheur à consacrer une recherche au franquisme dans Vie, mort et enseignement de Jacob Frank, Varsovie, 1866, écrit en polonais. Skimborowicz est prêtre et c'est en tant que tel qu'il a pu, pour sa première partie, consulter les sources de l'Église, notamment celles de Hawedik et Pikulski. Il reprend également les sources fiables de Beer et surtout les articles de presse polonais et allemands de l'époque. Ces derniers sont encore consultables. Sa deuxième partie se base exclusivement sur 2 manuscrits franquistes aujourd'hui disparus. La recherche de Skimborowicz a pour but de démontrer que les descendants franquistes sont devenus de vrais chrétiens, alors que leurs ancêtres convertis ne le sont pas. Son œuvre possède un avantage en ce qui concerne la fiabilité de ses sources, ce qui lui permet de faire un résumé de la vie de Frank avec exactitude. Ce qui n'est pas le cas du livre de Anna von Schenk-Rink en allemand, Die Polen in Offenbach am Main, Francfort 1866. Les Polonais à Offenbach. La deuxième partie est extrêmement intéressante puisqu'elle se penche sur l'enseignement franquiste. La faille de la recherche de Skimborowicz, d'après les chercheurs modernes, est qu'il a une vague connaissance de la Kabbale et surtout du sabbataïsme. Il ne peut donc estimer à leur juste valeur les documents franquistes qu'il consulte. Au point de conclure hâtivement que finalement, le franquisme, malgré Frank et malgré l'enseignement zoharique, est un mouvement exclusivement juif alors que ses descendants sont de vrais chrétiens. Trotz des persönlichen Auftrottens Franks gegen die Anhänger der mosaischen Religion und trotz des Ornszene Anhänger in Polen auf die Talmudisten bleibt der Frankismus, den Prinzipien des Alten Testament, die durch die Kabbala, den Zohar und östlich Bekenntnis worden sind, nahe als christlichen Begriffer 25. Heinrich Gratz, 1817 à 1891, est un des auteurs au XIXe siècle les plus célèbres. Ces 5 tomes sont encore aujourd'hui largement consultés,
et ont développé pour la première fois une conscience transnationale juive. Son ouvrage, Histoire des Juifs des temps les plus anciens jusqu'au présent, Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis ZNR Gegenwart, est passionnant et se lit aisément. Au point de faire dire à Gershom Scholem que c'est à la lecture de Heinrich Gratz qu'il trouva sa passion pour l'histoire juive et qu'il devint sioniste. Représentant de la science du judaïsme, Wissenschaft des Judentum, Heinrich Gratz se place comme un farouche opposant, ennemi serait peut-être plus explicatif, des faux messies en particulier et de la Kabbale en général. Les qualificatifs ne manquent pas sur Jacob Frank dans ce contexte, menteur, imposteur, traître. Il n'hésite pas à qualifier son mouvement de mouvement le plus nauséabond de l'histoire juive. Ses sources sont principalement Skimborowicz, le nonce Sora, et bien sûr Jacob Emden qu'il rejoint sur l'idée que le franquisme fait du tort aux Juifs et à leur émancipation. La lecture de Gratz, en tant qu'historien du peuple juif, est passionnante, mais sa faille est sans nul doute, sa rage contre la mystique juive qui le pousse à occulter toute sa dimension historique. Le spécialiste du franquisme reste sans nul doute Alexandre Kraushaar, 1843-1931. Son œuvre, Frank et les franquistes polonais, Franki Frankiski Polsi, est publiée à Varsovie en 1895, 2 ans après celle de Zygmunt L. Sulima, Histoire de Frank et des franquistes, Historia Franca i Franquisto, Cracovie 1893, que la postérité des chercheurs n'a pas retenu. Le travail de Sulima ne s'appuie hélas que sur des sources indirectes, les travaux de Skimborowicz et de Gratz. Kraushaar, quant à lui, est juriste de formation, ce qui lui a valu très certainement d'être en contact direct avec certains descendants franquistes, nombreux dans les professions de juristes, juges ou avocats dans la ville de Varsovie à la fin du XIXe siècle. Il fut un patriote polonais sincère qui voyait, à l'instar des franquistes et d'Adam Mickiewicz qui voulut fonder une légion juive polonaise, une symbiose entre le nationalisme polonais et les Juifs de Pologne. De là, peut-être, sa conversion est à insérer, non pas à cause du franquisme, mais plutôt à cause de son désir d'assimilation dans la société polonaise, comme ce fut le cas de nombreux intellectuels juifs de cette époque-là, comme le suggèrent Jacob Schatzky 26 et Klaus Samuel Dawidowicz 27. Son étude pour le franquisme ne serait qu'une conséquence de ce désir d'assimilation et non son origine. Peut-être devrais-je tempérer ces propos en suggérant que le franquisme fut l'ultime détonateur de sa conversion, et qu'il voyait dans ce courant l'aboutissement de son identité. Pour preuve, Kraushaar fit disparaître à la fin de sa vie certains manuscrits franquistes sur lesquels d'autres futurs chercheurs auraient pu s'appuyer. Comme de nombreux convertis de la fin du XIXe siècle, Kraushaar n'apparaît pas dans le livre de Theodor Jeski-Schwanski, livre qui répertorie tous les convertis juifs polonais au catholicisme polonais. En effet, d'après Schatzky, l'auteur se laissa facilement corrompre pour ne pas citer certains convertis qui ne voulaient pas apparaître 28, et qui pouvaient concerner en premier lieu de nombreux aristocrates polonais d'ascendance juive franquiste. Kraushaar se décida à écrire sur les franquistes suite à l'article sensationnel d'Edward Jelinek, paru à Varsovie, sur les franquistes et leurs descendants. Dans ce dernier, il désigna les franquistes comme un groupe à part dans la société polonaise, tout en les défendant en tant que catholiques polonais 29. Modestement, je pense officieusement que Kraushaar fut lié d'une manière plus directe aux franquistes. Hormis qu'il en fréquenta certains dans son milieu professionnel, en tant que juriste ou membre de clubs littéraires, nombreux furent les descendants franquistes dans la littérature polonaise. Nous pourrions imaginer qu'il eut des liens familiaux indirects et que c'est volontairement qu'il omit certains détails, comme notamment la survie de la secte et le déplacement de certains membres du sud de la Pologne vers le sud de L'. Empire austro-hongrois, notamment en Croatie Zagreb-Osijek, terre des confins militaires, en lutte depuis 3 siècles contre l'Empire ottoman, où la présence d'Onmets fut importante, notamment Belgrade, Sarajevo et bien sûr Salonique, mais négligée par tous les chercheurs. En effet, le gouvernement autrichien à partir de 1878 pratiqua une politique de colonisation sur les terres. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.